Bonsoir, merci d'être venu. Bon, après cette revue des dernières avancées de l'astronomie et de l'exploration spatiale, pour faire le lien avec mon sujet, je vais vous parler de la manière dans laquelle il a été imaginé depuis des temps anciens, comment on imaginait les voyages spatiaux et l'extraterrestre. Ensuite, on verra si c'est possible le lien avec l'ufologie et pourquoi l'extraterrestre est-il parfois vécu différemment, imaginé différemment selon les époques, avec quelques énigmes au passage. Alors pour commencer, depuis quand date l'idée d'une créature exogène, dont j'entends par créature exogène ou extraterrestre, qui viennent en dehors de la Terre? On pourrait dire que ça peut remonter dans les premiers mythes, folklore, mythologie, proto-religion, puisque déjà apparaissent des créatures qui viennent d'ailleurs. Et il y a un auteur qui synthétise bien tout l'historique des proto-religions, c'est un auteur roumain qui s'appelle Mircea Eliade, et dans le mythe de l'éternel retour, il cite de nombreuses mythologies qu'il appelle archaïco-primitives, avant les grandes religions monothéistes, et il a trouvé d'ailleurs curieusement des points communs. Un concept du symbolisme central. Par exemple, beaucoup de peuples pensaient qu'ils habitaient au centre du monde et qu'ils avaient sur leur territoire un lieu qui leur permettait de faire le lien entre le ciel et la terre. Des rituels qui peuvent apparaître communs puisqu'ils répètent l'acte de création du monde, la cosmogonie. Très souvent, dans les temps anciens, par exemple sous les Romains, tout ce qui est malheur et catastrophe naturelle était attribué des présages ou des volontés divines, même les faits les plus anodins comme des tremblements de terre, des foudres qui touchaient des statues ou des animaux dans les édifices religieux. Et après, il oppose une théorie cyclique de l'histoire qui était plutôt ancienne versus linéaire qui est la nôtre. Et dans tous ces récits, on trouve des dieux, des ancêtres mythiques, des héros, des géants, des monstres, des dragons, des créatures infernales, totémiques ou légendaires, dont certaines viennent d'ailleurs. Elles viennent d'autres plans, d'autres dimensions. Même dans la première, la plus ancienne connue, l'épopée de Gilgamesh, on a par exemple des géants ou d'autres créatures. D'ailleurs, il y a des liens un peu curieux qui ont été établis entre ces premières mythologies de Gilgamesh, sumériennes, avec les religions qui vont suivre. Et notamment, il y a un épisode qui pourrait ressembler à l'Arche de Noé. Dans sa description, c'est exactement le même. Et après un autre, la naissance de Sargon Akkad et de Moïse, qui ont pour point commun d'avoir été mis dans des paniers qu'à feutre bitume. Ensuite, il y en a d'autres, il y a le code d'Hammurabi qui ressemblait aux 10 commandements de Moïse, etc., etc. Donc c'est moi ça des questions. Une énigme connue, c'est la vision du prophète Ézéchiel dans la Bible, où on y retrouve des engins volants et des créatures exogènes. Alors, en concernant les religions abrahamiques, celles qu'on suivi, donc les religions abrahamiques dans l'ordre historique, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. On trouve des créatures communes. En premier, les anges qui sont présents dans ces trois. Et l'archange Gabriel, l'est aussi. Et ces créatures, on peut les considérer comme extraterrestres puisqu'elles descendent du ciel. Elles ne sont pas par définition terriennes. Les démons aussi, qu'on retrouve sous différentes formes dans ces trois religions. Et à l'exception des djinns, qui sont une spécificité de l'islam. Le mythe des chevaux ailés est assez répandu parce qu'on le trouve d'abord dans la mythologie grecque et après, par exemple, dans le Coran, on le trouve avec Bourak qui est le cheval du prophète et Aïzoum qui est celui de l'ange Gabriel. Et les deux ont pour point commun de pouvoir traverser les mondes. Et après, dans ces trois religions, on trouve tout un tas de créatures comme les séraphins, chérubins, béhémoths, des golems qui sont des êtres artificiels à qui on a donné la vie, gargouilles, et puis des monstres marins ou des géants comme les Léviathans. Voilà pour ce qui étaient les premières. Les ouvrages qui sont précurseurs de science-fiction, on peut citer une autofiction de Cyrano de Bergerac, où il imagine un voyage vers la Lune avec des fioles remplies de rosée, une machine à fusée. Quand on voit l'histoire et les illustrations, ça pourrait paraître un peu naïf, mais en fin de compte, ces textes sont une analyse de la société de l'époque et des réflexions. La question de la pluralité des mondes datée de l'Antiquité, Fontenelle la reprend en 1186, où il en débat.
On peut citer aussi le Micromégas de Voltaire, où un être géant de 32 km de haut visite plusieurs planètes du système solaire pour arriver jusqu'à la Terre, où il ne repère pas les humains d'ailleurs parce qu'il est trop grand. Au 19e siècle, il y avait le mythe des Sélénites et des Martiens. Les Sélénites, aussi appelés Séléniens, c'était les présumés habitants de la Lune, et ça faisait un moment qu'on en parlait, même déjà sous l'Antiquité, il en était question. Et ça a été alimenté par quelques scientifiques de l'époque qui visiblement se trompaient, comme l'astronome allemand Franz Gottisen, qui disait avoir observé une ville sur la Lune. Donc, qui est représente ici, ça c'est son propre dessin. Et effectivement, cette nouvelle a été accueillie avec scepticisme dans les milieux scientifiques de l'époque. Ils en doutaient fortement. Et ils avaient raison, puisque plus tard, des outils astronomiques nous ont permis de voir la zone qui est ciblée. On a bien un cratère, mais ça c'est normal, puisque la Lune est constellée d'impacts de météorites. Et des formations, effectivement, qui peuvent sembler rectilignes, mais en fin de compte, c'est juste des formations naturelles. Plus curieux, il y a eu le cas des lumières étranges sur la Lune. Alors je cite ici le rapport TR R277 de la NASA qui est en libre téléchargement, qui regroupe plus de 500 observations de phénomènes lunaires transitoires, des PLT, qui ont été rapportées dès l'invention des lunettes astronomiques au XVIe siècle. Puisque c'est à cette date qu'ont été les premières, et on a des lumières étranges. Alors certaines trouvent des explications tout à fait naturelles. Ça peut être par exemple la réflexion de la lumière sur la régolithe, qui est la poussière lunaire, et qui peut provoquer ça. Ça peut être des zones gazeuses et autres. Néanmoins, certaines sont inexplicables ou très curieuses, parce qu'il faut savoir qu'il y en a un tiers qui se concentre sur le cratère Aristarque. Et on se demande pourquoi est-ce qu'il y en a autant dans cette région. Alors si vous êtes astronome et que vous avez peut-être une chance d'en voir si vous le pointez de votre côté là-dessus. Cette affaire est toujours non résolue, en tout cas pour une minorité d'entre elles. L'affaire des canaux martiens a commencé avec des astronomes comme Schiaparelli ou Lowell qui, en observant Mars, ont pensé voir des canaux. Ils pensaient même que c'était des canaux artificiels. Lowell disait que c'était des martiens, des êtres vivants, donc qui irriguaient leur terre à cause de la sécheresse et de la proximité du soleil. Mais en fin de compte, c'est un autre astronome, Antoniado, en 1909, qui, avec des outils plus précis sur l'observatoire de Meudon, a pu déterminer que c'était des illusions d'optique. Néanmoins, le mot martien est resté dans l'imaginaire populaire, même pendant les années 50, quand il y avait des vagues d'ovnis, on disait que c'était des martiens. Et c'est qu'en 1965, quand la sonde Mariner 4 a pu prendre des photos rapprochées de Mars, qu'on a définitivement su que c'était une planète stérile et inhabitée. Ça n'empêche que le mot martien reste toujours parfois utilisé. Jules Verne, auteur français qui figure toujours parmi ceux les plus traduits au monde, il a écrit plus de 60 romans et des nouvelles, mais en fin de compte, il n'a jamais traité de la question extraterrestre. Il a juste fait quelques allusions aux Sélénites dans ses romans, et il y avait cependant quelques voyages spatiaux. Alors de la Terre à la Lune, par exemple, suivi de Autour de la Lune. Et rien de particulier sur ces deux livres, sauf qu'il y a eu des curieuses synchronicités. Sur le Autour à la Lune, ça c'est l'illustration qu'il y avait dans son livre, et elle ressemble étonnamment à la mission Apollo 8. Mais aussi parce qu'il y a 3 astronautes, un départ de Floride, et aussi par le trajet. Bon, c'est juste qu'une synchronicité, ou alors un point commun du hasard. Dans Hector Servadac, des personnes voyagent dans une comète, à bord d'une comète autour du système solaire. Un autre ouvrage qui a suscité l'interrogation, c'est Robert le Conquérant. Donc là, c'est des personnes qui se déplacent dans tout le territoire des États-Unis avec un dirigeable comportant des fanaux électriques. Et curieusement, il ressemblait à une vague d'observations de dirigeables mystérieux non identifiés de 1896 à 1897, donc pendant 2 ans, aux États-Unis.
C'est documenté par ça, c'est le premier cas qui s'est produit à Sacramento, mais il y a 1 millier d'articles de journaux qui en parlent. Et c'est des dirigeables qui ne correspondaient pas à l'aérostation de l'époque, parce qu'ils volaient de nuit, ce qui était inutile et dangereux pour un dirigeable normal. Ils avaient des vitesses de 50 à 150 km/h d'après les calculs, soit environ 7 fois le record mondial. Ils étaient capables de faire des manœuvres circulaires, des zigzags, des accélérations rapides, et donc ça ne correspondait pas à ça. Une des thèses a été de dire que c'était une influence de la science-fiction, et notamment des personnes qui avaient lu Robert le Conquérant, puisqu'il y a quelques similitudes, et notamment les fanaux électriques ici. Mais en fin de compte, il y a quelques problèmes dans cette thèse, elle sous-entend que des gens ont été influencés par un livre de science-fiction au point d'en avoir des hallucinations, ce qui n'est pas très crédible, et d'autre part, il y avait des nettes différences, et qu'ici, il y a 37 homas sur l'Albatros. Et c'est une caractéristique qui n'a jamais été rapportée sur les autres. Des auteurs marquants de l'époque, qui fut considéré comme le père de la science-fiction avec Jules Verne, c'est bien sûr H.G. Wells, qui décrit La guerre des mondes en 1898, qui fut le premier roman où l'humanité affronte une race extraterrestre hostile. Le principe est relativement simple, les extraterrestres arrivent sur Terre et ils tirent sur tout le monde sans trop se poser de questions, avec des vaisseaux volants et leur célèbre tripode, qui a été mis sous forme cinématographique à plusieurs reprises, la dernière version étant celle avec Tom Cruise. Il a écrit aussi un livre, ici on voit une description des Sélénites, il imagine les premiers hommes dans la Lune. Ensuite arrivent les films. Le premier film de science-fiction, il est français, c'est Le voyage dans la Lune de Georges Méliès, avec de spectaculaires effets spéciaux pour l'époque, et notamment l'obus ici sur le visage de la Lune. Donc une équipe de scientifiques se rend sur la Lune, ils vont y affronter les Sélénites avec un remarquable combat à coups de parapluie d'ailleurs, entre eux. Quelques films de science-fiction, bien qu'ils soient rares, enfin avec extraterrestres à l'époque, il y a Trip to Mars, un voyage sur Mars, Ashley Miller avec un extraterrestre à longues oreilles, les premiers hommes dans la Lune qui sont cette fois-ci mis au cinéma, il y aura plusieurs versions, la première c'est celle-ci. Et on remarquera dans Aelita, film russe en 1924, que les martiens ici décrits sont à visage humain. Alors les films fantastiques normalement sont hors sujet, mais j'en parle parce qu'ils étaient dominants à l'époque. Dans les années 20, années 30, il y avait beaucoup plus de films fantastiques ou d'horreur que de science-fiction. Frankenstein, première version de 1910, ensuite avec l'acteur Boris Karloff. Dans Les mains d'Orlac, les mains d'un assassin sont greffées sur un individu et ça va mal se passer. Nosferatu, premier film incarnant le Bram Stoker de Dracula. Et puis sinon, dans l'île du Docteur Moreau, un scientifique fait des expériences sur des bêtes, il fait des greffes sur des bêtes pour être transformé en homme. Donc, par contre, à la même époque, on a H.P. Lovecraft, qui, lui, a imaginé véritablement des créatures exogènes hostiles et très puissantes, et notamment le mythe de Cthulhu, donc ici représenté, et tout un pandémonium de créatures sinistres et surpuissantes qui viennent contrôler l'humanité en sous-main. Alors on a d'autres comme Azathoth, Shub-Niggura, Nyarlathotep, sans compter tous leurs rejetons, tous les monstres et les cultistes qui traînent autour. Une œuvre qui est marquante et qui a donné lieu à des adaptations en film, en jeu de rôle, en jeu vidéo. En 1930, à cette période-là, déjà il y avait peu de films de science-fiction, et encore moins avec des extraterrestres. Et il y avait principalement Flash Gordon et Buck Rogers. D'ailleurs, les deux étaient incarnés par le même acteur, qui était Larry Buster Crabbe. On note, bien que les costumes et les scénarios paraissent sommaires, c'est considéré comme faisant partie du patrimoine américain. Et effectivement, c'était quand même des chefs-d'œuvre pour l'époque. Donc toujours à visage humain, parce que c'était finalement pratique, ça évite de faire des costumes d'extraterrestres. Concernant les voyages spatiaux, le vaisseau principal, c'était souvent en fusée, comme ça. Là, la reine Azura,
et aussi, comme tous les autres, un visage bien terrestre. Côté littérature, c'était l'âge d'or des pulps, donc des magazines populaires, bon marché, mais il convient de signaler que les thèmes étaient divers et variés, il n'y avait pas que la science-fiction. Romance, western, fantastique, paranormal, fantômes, monstres géants, etc. etc. Concernant ceux spécifiquement consacrés à la science-fiction, on a quelques points communs qui sont les fusées. Ici représentées parfois des œuvres, des sphères ou des cigares. Et on peut se demander pourquoi, parce que c'était dans l'idée de l'époque. La première fusée à propagande liquide, c'était celle de Goddard en 1926 aux États-Unis, donc il est logique que la science-fiction s'en inspire un peu. Et concernant les extraterrestres décrits, là par contre on a des profils un peu variés, puisqu'on a du robot, de l'insecte géant, là c'est inspiré de Lovecraft, cela. Celui-là un peu bizarre, un peu classique, mais quand même il y a un profil d'humanoïde avec un grand nez, des boules, des rampants, etc. C'est difficile d'en tirer une ligne directrice. Alors, on va répondre à la question des soucoupes volantes, parce que souvent, des personnes ont dit que la soucoupe volante a été imaginée par la science-fiction. Alors, on va regarder dans les archives, et contrairement à toutes les slides que je vous ai présentées jusqu'à présent, ici, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'était des articles de journaux qui ont parlé d'observations d'appareils non identifiés. Kenneth Arnold, bon je ne m'étendrai pas trop dessus parce que le gars est très connu, qui voit 9 objets volants le 24 juin 1947, donc le premier en forme de demi-disque ici, ou de croissant, de boomerang comme on veut, et suivi par 8 autres qui sont plutôt des demi-lunes avec une pointe arrondie à l'extrémité. Les journalistes confondent mouvement et vitesse, et forme et mouvement, et donc ils les appellent des disques, enfin surtout des soucoupes volantes, alors qu'en fin de compte c'est plutôt des disques. Concernant Kenneth Arnold, on en a fait le cas fondateur, mais en fin de compte c'est tout simplement parce qu'il a été médiatisé, c'est pour ça qu'on en a parlé, parce qu'il faut savoir qu'il y en avait quelques dizaines avant, et notamment des pilotes. Alors ici on peut citer Byron Savage qui déclare un mois avant 1947 avoir vu un disque plat volant environ à 3 fois la vitesse d'un jet d'un avion à réaction. Or le record du monde d'un avion à réaction était fixé par un P-80 Shooting Star à l'époque par 1000 km/h. Donc c'est-à-dire qu'on aurait à peu près 3000 km/h ici. 3 fois le record mondial. À ça s'est ajouté de multiples observations de disques et de sphères volants pendant à peu près un mois aux États-Unis. Et il faut constater que c'était vraiment très répandu. Ici, dans cet article, on nous dit qu'ils ont été vus dans 44 États. Plus tard, on aura quasiment tous les États, puisqu'il y en aura 48, dans lesquels il y aura des rapports. Ici, on parle de centaines de rapports qui parlent de soucoupes volantes. Là, des soucoupes volantes, enfin des disques volants qui sont reportés sur Galena dans une formation en V. Et ces formations en V, on va les retrouver en V ou en ligne droite dans d'autres villes et dans d'autres rapports. Ce qui témoigne obligatoirement d'une intelligence très organisée. Voilà encore des rapports de villes qui nous disent voir des soucoupes volantes, encore des pilotes. Il y a environ 45 pilotes sur l'année 47 qui ont déclaré avoir vu ce genre d'objet, d'après le rapport de Dominique Weinstein. Ici, les premières photos qui apparaissent, certaines ont résisté à l'analyse. Ici, un expert en missiles, c'était le docteur Zone, qui nous dit sur un site de V2 avoir observé un disque volant. Donc, en conclusion, j'avais fait une émission qui s'appelait La genèse des soucoupes volantes, où je décris tout ça sur 4 heures, donc c'est un peu long, là je le résume en une page. On a 850 cas qui sont répertoriés dans les journaux aux USA, Canada, Mexique et Brésil. Dans le rapport de Ted Blutcher, Reporter on the UFO Wave, on a toutes les explications et les sources de ces journaux. J'ai lu quelques centaines d'articles et il signale qu'il y a eu un pic le 6 et le 7 juillet, 160 observations par jour et 500 témoins.
Des signes de crédibilité puisque les faits sont observés par des scientifiques, pilotes militaires, notables, par des gens groupés et des foules. Les caractéristiques communes, au niveau de la forme, la première c'est disque et soucoupe, plat, rond, circulaire, de taille variable, parfois avec des appendices, des dômes, des boutons, couleur argentée et métallique. Et il faut signaler aussi le fait qu'il volait à basse altitude et en pleine journée majoritairement. Donc quand on voit ça, on peut se demander s'il n'y a pas une volonté d'être observé, puisque c'est pas le meilleur moyen d'être discret, d'avoir des couleurs argentées à basse altitude et en pleine journée. Ensuite, il y avait des formations organisées en ligne de droite ou en V, sachant des fortes vitesses de 4 fois le record mondial. Sachant que de nos jours, si on demande à des constructeurs, est-ce que vous pouvez nous faire des disques volants qui sont capables d'aller à 3 ou 4 000 km/h et avec des formations en ligne droite ou en V, dont l'écart constant est identique, même à pleine vitesse, bon, c'est toujours officiellement impossible. Donc on peut se demander l'origine de ces engins en 1947. Et il y avait aussi des objets sphériques de petite taille, 60 cm à 3 mètres. Bon là, on peut douter qu'ils soient habités, donc ce qui fait penser à des drones. Il y avait bien quelques drones à l'époque, mais c'était des drones cibles, qui n'allaient pas à cette vitesse-là, et qui étaient surtout utilisés comme modèle de tir sur l'armée. Donc il en a résulté 3 hypothèses. Les hypothèses extraterrestres, les hypothèses militaires. Ils pensaient que ça pouvait être un projet interne américain ou alors des Russes, mais aucune preuve n'alimentait l'un ou l'autre. Et sinon il y a eu des hypothèses sceptiques, et parmi elles disant que les soucoupes volantes venaient de la science-fiction, et notamment du cinéma. On va tout de suite répondre à cette question, c'est impossible, parce que les premiers films qui parlent de soucoupes volantes datent de l'année 1950, c'est-à-dire 3 ans et demi plus tard. Le premier, c'est celui-là, The Flying Saucer, et encore, ici, je spoil, ce n'est pas une soucoupe volante extraterrestre, il n'y a pas d'extraterrestre dans le film, c'est juste des faux projets militaires. Là, par contre, il y a vraiment un extraterrestre. Sur Flying Discman from Mars, il y a l'extraterrestre Mota, le martien, qui vient sur Terre pour mettre en garde contre le danger nucléaire. Donc c'est 3 ans et demi après les faits qu'on va réellement avoir des films d'extraterrestres qui exploitent le thème mais en fin de compte, qui correspond d'abord à la réalité des faits observés. Alors ensuite, il était dit, si c'est pas lié le cinéma, c'est avec la littérature, et des gens ont exhumé des vieux visuels de soucoupes qu'on trouvait dans la période de la littérature pré-arnoldienne. Alors, et on a même trouvé aussi des êtres qui pourraient faire penser aux abductions ou des êtres macrocéphales. Mais il convient de préciser qu'en fin de compte, les couvertures avec des disques volants, c'est extrêmement rare. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier vous-même, puisque si on prend les 3 magazines qui ont le plus de succès, c'est-à-dire Wonder Stories, Amazing Stories et Astounding Stories, ils publiaient chaque mois leurs magazines, et ce sur la période, si on prend 1926-1947, sur 21 ans. Bon, il y a des sites qui retracent leurs couvertures et on peut les pointer une par une, et si on fait ça, vous apercevrez que le nombre de disques volants n'est pas très élevé. C'est moins de 1% des cas, et encore, il faut plutôt les fouiller dans les nouvelles intérieures. Et même si on fait ça, on s'aperçoit que les disques volants imaginés par la science-fiction pré-arnoldienne ne correspondent pas tout à fait à ce qui a été observé après. Ici, on a une verrière. Ici, des patins d'atterrissage, par exemple. On n'a jamais vu dans les rapports ufologiques une soucoupe volante avec des patins d'atterrissage ou des barges comme ça, extrêmement plates. Oui, ça pourrait correspondre à ce qu'on a vu en 47, sauf qu'ils ne s'amusaient pas à utiliser des projecteurs, enfin, pour la vague de 47. Et il n'y avait pas de personnes comme ça au creux, ni de coupoles qui se soulevaient, ni de disques comme ça qui découpent les avions. Ça n'existe pas dans la réalité, heureusement d'ailleurs. Et on remarquera que ça, effectivement, c'est bizarre parce que le premier cas d'abduction, de présumée abduction réellement signalé, c'était le cas des époux Hill en 1961. Donc il pourrait paraître prémonitoire. En objection, on pourrait dire que celui-là ne ressemble pas vraiment à un petit gris, hein. C'est plutôt un géant habillé de vert. Et que le thème de l'enlèvement est logique en science-fiction. Parce que nous, c'est ce qu'on fait quand on découvre des nouvelles espèces animales, on en découvre plus de 15 000 chaque année. Bon, on les
on les prélève, on les étudie, donc ce qui est tout à fait normal comme idée. Alors, rares sont les auteurs qui ont fait des études comparées entre l'ufologie et la science-fiction, mais parmi eux, on pourrait citer Michel Merget, qui, dans ce livre, soutenait le lien d'une influence de la science-fiction sur l'ufologie. Bertrand Meost, je crois qu'il est passé ici, oui, voilà, qui a fait un livre très intéressant, à mon sens, sur le lien, puisqu'il s'inspire aussi des théories jungiennes, et il creuse dans les nouvelles de SF, mais quant à son positionnement, je ne peux pas vous en parler, parce que je crois que ça a évolué au fil des années. On parlait de Carl Gustav Jung, donc un mythe moderne, où il analyse la soucoupe ou le disque volant comme un archétype. Alors c'est un livre un peu particulier, parce que déjà le titre est trompeur, parce qu'on peut penser, là il dit un mythe, donc on peut penser qu'il le considère comme quelque chose n'existant pas, mais il passe en position. Il ne tranche jamais entre les deux, il ne tranche pas entre la véracité des faits ou s'ils ne le sont pas, il l'analyse comme un archétype, comme si le disque était un mandala ou une référence ou un cercle, au fil du temps. Parmi les autres auteurs, on pourrait citer Pierre Lagrange, sociologue français, qui lui interprète ces événements ufologiques vis-à-vis de la société. Il essaie de voir quelle influence ça a au niveau sociétal, et sinon récemment il a fait un projet vidéo qui s'appelle Crank, et qui réanalyse notamment la vague de 47 en donnant d'intéressantes précisions. Alors après, on a eu l'essor du cinéma de science-fiction américain, et là, c'était un déluge de films à partir des années 50. Alors on a 24 heures chez les Martiens, c'est une équipe d'astronautes qui va sur Mars, et qui vont trouver des traces d'irradiation, comme si une civilisation avait déjà existé là-bas, et c'était peut-être autodétruite par le nucléaire. Et il en reste des sauvages ou des primates, qui là, visiblement, enlèvent une astronaute. Bon, il y a un petit problème de crédibilité, c'est que la dame est en tenue légère, et ça serait, y compris les primates, et ça serait un peu compliqué parce qu'il fait moins 63 degrés sur Mars, et l'air était irrespirable. Dans le jour où la Terre s'arrêta, l'extraterrestre Klaatu et son robot viennent sur Terre pour mettre en danger, pour mettre en garde contre le risque nucléaire qui avait déjà commencé. Puisque en 1945, Nagasaki, Hiroshima et Alamogordo ont été les 3 premières bombes atomiques. Il y avait des essais en 1946 et qui ont fortement repris en 1948. Et en 1949, les Russes avaient déjà fait sauter leur première bombe. Donc lui, le danger était bien présent. Et c'est un des rares films qui est plutôt, on va dire, pacifique. Ça va changer rapidement. Celui-là aussi, il est au niveau pacifique, puisqu'il aborde les problèmes de communication entre des humains et puis cet extraterrestre à vocation pacifiste. Les choses changent avec la chose, par exemple, des militaires font l'erreur de le réveiller, il n'est pas content et ça va vite dégénérer. C'est le début de la science-fiction paranoïaque qui s'illustre dans divers domaines et non pas seulement par la science-fiction, puisqu'on va avoir des films qui vont être ouvertement axés sur la guerre froide, sur les problèmes d'espionnage, mais aussi les catastrophes, monstres, épidémies, aliens, extraterrestres en tout genre. Un des premiers marquants a été Duck and Cover. Là, et on a un dessin animé qui est destiné aux enfants pour expliquer ce qu'il faut faire en cas de guerre atomique. Duck and Cover, ça veut dire plonger, se couvrir. Et pendant ce dessin animé qui dure une dizaine de minutes, il répète quand même un certain nombre de fois. Et on voit des enfants dans une classe qui tout d'un coup se plongent. On se demande quel est le sens de ce film, parce que déjà c'est quasiment inutile, sauf peut-être pour se protéger du souffle, encore à condition de savoir quand il va sauter. La deuxième chose, c'est que ça ne permet pas de résister aux possibles brûlures de la rétine par l'intense lumière. Ça ne permet pas d'échapper aux radiations ni aux retombées radioactives. Donc est-ce que ce film, ils auraient peut-être pu s'en passer parce que ça ne servait à rien si c'est à terroriser des enfants. Bon, ensuite, on a des films ouvertement axés sur l'espionnage, sur des monstres géants, et aussi des films anticommunistes qui sont directement explicites ou alors qui prennent des métaphores, comme les envahisseurs de la planète rouge.
Voilà pour le début. C'était lié au macartisme, où il y avait vraiment une chasse aux sorcières qui était organisée par le député McCarthy, jusqu'à qu'il s'en prenne à un général qui était étoilé et respecté de la population en 1954, et ce qui a provoqué sa chute. Mais en tout cas, il y avait une véritable psychose à propos de la guerre froide, dont la date a à peu près commencé en 1946, on a parlé pour la première fois du terme rideau de fer. Alors il y a des parodies d'extraterrestres macrocéphales, comme celle-ci, avec des extraterrestres à tête de chou, et d'autres un peu plus subtiles et inquiétantes, comme l'invasion des profanateurs de sépultures, puisqu'ici, c'est une espèce de parasite végétal qui tombe sur Terre, et les gens commencent à remarquer que leurs proches changent d'attitude. Ils sont dénués d'émotions, ils ne parlent pas trop, et au fur et à mesure, les rares rescapés vont s'apercevoir que leurs proches ont été clonés par une intelligence d'origine extraterrestre. Et bientôt, ils vont être en minorité, et pour ajouter à l'intensité des drames, les extraterrestres ont un moyen de désigner les rares survivants en hurlant comme ça en pointant des doigts. Il y a eu de multiples versions des profanateurs de sépultures, la dernière étant celle avec Nicole Kidman, The Invasion, mais c'est pas celle qui a retenu les meilleures critiques. À partir de là, la science-fiction s'est vraiment diversifiée, puisqu'il y en a toute une liste. Space opéra, planet opéra, science, anticipation, voyage temporel, cyberpunk, steampunk, dieselpunk, uchronie, utopie, dystopie, post-apo, techno-thriller, space fantasy, univers virtuel matrice et l'UFO-fiction qui fait un lien entre l'ufologie et la fiction. Donc si vous voulez que j'en détaille plus tard les spécificités. Et SFFF, c'est le terme qui désigne les trois parties majeures de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique. Alors, pour essayer de classer la vue de l'extraterrestre, j'ai pensé le faire par morphologie et puis mode opératoire, et en commençant par les entités hostiles, qui sont quand même assez majoritaires dans la science-fiction. Et on a plusieurs modes opératoires, dont le plus impactant, le plus spectaculaire est sans doute l'invasion et la destruction massive, et sans trop se poser de questions. C'est-à-dire que les extraterrestres arrivent et ils cassent tout, comme dans le film de Fred Sears en 1956. Et ce qui est très curieux, c'est que ces extraterrestres s'évertuent à détruire des bâtiments publics, comme ici l'obélisque de Washington, le Capitole ou alors la Tour Eiffel, alors que ça n'a pas de valeur stratégique. C'est pas parce que des extraterrestres détruisent la Tour Eiffel qu'ils vont gagner la guerre contre la France. Mais bon, ça fait partie du scénario. Et dans Independence Day, les plus grandes mégalopoles au monde sont soudainement survolées par des aéronefs géants, et il y a un code. Et au fur et à mesure, les humains parviennent à le décrypter, c'est pour ça que c'est un compte à rebours. Et dès que le compte à rebours est terminé, ils cassent tout, ils liquident tout, toujours avec le même principe. Alors ces extraterrestres d'Independence Day, il faut impérativement qu'ils viennent toujours le mois de l'indépendance des États-Unis, c'est-à-dire à son anniversaire en juillet, qui date de juillet 1776. Donc ils viennent en 1996 et en 2016, 20 ans après. Il faut croire qu'ils ont vraiment une obsession à ce niveau-là. Bon, bien sûr, c'est pas des films très fins, mais je crois même que dans le deuxième, ils se prennent vraiment même pas au sérieux, ni au second degré, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Dans Falling Skies, c'est une série post-apocalyptique. L'humanité est déjà détruite, des extraterrestres ont attaqué, et ils ont éradiqué 90% de la population de la planète. Et on suit des groupes de résistants qui vont essayer de se défendre contre deux types d'extraterrestres, les rampants et les mechas qui sont des robots. Déjà, ils ont fort à faire, et en plus, les extraterrestres mettent des implants pour essayer de contrôler les enfants. Bon, le thème de la survie et de la résistance pourrait être intéressant, mais en raison de longueur et de quelques incohérences dans le scénario, finalement, ils ont eu des baisses d'audience, et ça s'est terminé ainsi. Dans la 5e vague, cette fois-ci, il y a toujours des vagues de destruction massive, mais cette fois-ci, il y a un plan organisé. Alors, ça passe par un blackout mondial, donc par exemple, destruction des satellites. Alors, on peut dire que le plan est un peu plus fin, parce qu'effectivement, si des extraterrestres malveillants, pour ne pas leur donner des idées, s'amuser à vouloir attaquer l'humanité, c'est la première chose qu'ils devraient faire, c'est détruire tout notre réseau satellitaire, parce que ça nous priverait de GPS, de communication,
et beaucoup de choses. Ensuite, dans ce film, il commence la vague de destruction, des vagues de maladies, et ensuite une invasion terrestre pour aller chasser les derniers survivants. Les derniers survivants humains ont réussi à se regrouper, et ils utilisent un dispositif qui va leur permettre de repérer les extraterrestres qui sont infiltrés, puisqu'ils ont pris visage humain. Mais comme on dit en science-fiction ou en ufologie, la vérité est peut-être ailleurs, et donc je vous laisse la découvrir pour ce film. Dans la catégorie des agresseurs, on a celle des créatures et robots géants. Une spécialité du Japon, en 1954 avec Godzilla, en précisant que Godzilla n'est pas par nature extraterrestre, c'est juste une créature qui a été réveillée par des essais atomiques. Et là on voit la hantise du Japon qui a été atomisée 9 ans plus tôt, et c'est encore présent, cette peur de l'atome est encore présente. Ayant eu l'occasion de visiter Hiroshima et de visiter son musée, on le sent très bien. Dans la japonisation, on a aussi Actarius et son robot Goldorak, qui sont tous les deux extraterrestres, qui combattent des forces extraterrestres, mais qui bien sûr se donnent rendez-vous sur Terre pour faire ça. On pourrait citer d'autres séries, comme Sankukai, les Bioman et autres. À chaque fois, il y a des règlements de compte entre humains, super-héros, extraterrestres. Et plus récemment, l'attaque des Titans, qui est d'abord un manga, qui a été adapté en film et en film d'animation. Là, le thème, c'est que l'humanité est attaquée par des titans d'origine inconnue, des géants, qui dévorent les humains. Donc les humains se regroupent derrière des forteresses, mais ça ne suffit pas, parce qu'ils arrivent à les briser. Et donc, ils montent des forces d'assaut aériennes qui vont essayer de trancher le cou de ces titans parce que c'est leur point faible. Voilà un peu pour l'histoire. Je ne spoil pas, je ne vous dis pas de quelle nature sont les titans, vous le découvrirez en voyant les films. Et puis sinon, dans la série Règlement de compte entre géants, on a la série Pacific Rim, où il y a des monstres, les kaiju, qui viennent d'un autre plan, et ils sont obsédés par détruire des mégalopoles. Donc leur fascination, c'est d'aller détruire Tokyo. Donc évidemment en face, on leur met des robots qui sont contrôlés par des humains et qui vont se donner à cœur joie dans des pugilats en centre-ville. Dans la série des robots, dans la science-fiction, des robots d'intelligence artificielle, il conviendrait de distinguer deux parties. D'abord ceux qui sont terrestres et ceux qui sont extraterrestres. Sachant que, d'après ce que j'ai pu voir, c'est plutôt les terrestres qui sont majoritaires. Et ils ont des intentions diverses. Peut-être que l'ancêtre du robot, c'est l'automate, donc qui existait bien réellement dans les siècles précédents. Et voici une énigme qui s'appelait le turc mécanique. C'était un dispositif avec un automate qui gagnait tout le temps aux échecs et qui était présenté dans certaines cours de l'époque. Donc on se doute bien qu'il y a un truc, je vous le laisse le trouver. Et dès 1942, alors que les robots n'existaient pas, Isaac Asimov, l'écrivain de science-fiction, fixe les 3 lois de la robotique. Je les résume là en quelques mots. Ne pas porter atteinte à un être humain. Le robot aussi doit obéir à l'être humain et il doit aussi protéger sa propre existence en tant que robot. C'est des lois qui pourraient paraître simples et normalement elles suffiraient pour cadrer des intelligences artificielles. Mais dès ces premières nouvelles, Isaac Asimov imagine des cas où ces lois vont être contournées ou vont être carrément supprimées et au profit des robots ou d'autres formes malveillantes. Dans Planète Interdite, le robot est très élégant et pacifique puisqu'il tient la robe de la dame, mais en fin de compte, dans ce film, c'est plutôt ce qui traîne en dehors de la base qui ça va être dangereux. On a, dans le thème du robot, on a le supercalculateur HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Les astronautes qui sont dans le vaisseau spatial commencent à s'inquiéter du comportement du robot. Et donc, ayant des doutes, ils vont en discuter dans une zone isolée. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que HAL réussit à comprendre ce qu'ils se racontent puisqu'il lit sur leurs lèvres. Bon, après ça va dégénérer. Le cerveau d'acier. Dans ce film, les États-Unis confient la gestion de leurs missiles nucléaires à un ordinateur. Il s'aperçoit au fur et à mesure du temps qu'il commence à prendre de l'autonomie et il commence réellement à stresser quand il se met en contact avec son homologue russe, un autre superordinateur.
Bon, après il y a la saga des Terminator, où là c'est des intelligences artificielles ouvertement hostiles qui veulent prendre le contrôle de l'humanité, Skynet. Il est, dans l'avenir, Skynet est mis en échec par une résistance dont John Connor est à la tête, et donc on envoie un robot dans le temps, ici Schwarzenegger, pour essayer de tuer sa mère. Il y a eu différentes versions du Terminator, celle-ci en métal liquide. En précisant que de nos jours, on peut produire on a réussi à produire des petites quantités de métal liquide autonomes, qui peuvent se déplacer toutes seules dans un récipient. Matrix fixe avec beaucoup de succès l'idée de la matrice, où cette fois-ci c'est une intelligence artificielle hostile. Dans AI, intelligence artificielle, cette fois-ci on a enfin un film gentil avec ce petit enfant qui est une IA et qui va rencontrer d'autres choses d'ailleurs. Et dans la série Westworld qui est inspirée d'un film où jouait Yul Brynner qui de mémoire s'appelle Le Monde Ouest. On est sur le thème du parc d'androïdes. Et les deux que vous voyez ici ne sont pas des humains, c'est des robots. Et ils sont là pour amuser les visiteurs. Et les visiteurs s'en donnent à cœur joie, parce qu'ils s'amusent à les humilier, à les insulter, à leur tirer dessus, à les violer, etc. Une fois qu'un androïde est mort, il est amené dans un centre où on lui efface la mémoire. Mais au fur et à mesure du temps, certains androïdes vont garder trace de leur mémoire antérieure, et c'est à partir de là que les problèmes vont venir dans le parc d'attractions. Dans la partie robots et intelligence artificielle hostile et extraterrestre, on peut en citer plusieurs. Donc il y a l'objectif Terre, où là c'est des robots vénusiens. Visiblement le réalisateur s'est pas trop foulé parce qu'il a pris des robots en carton pour faire ça. Ensuite, toujours le thème des robots géants dans le cinéma japonais. Là, on est dans une invasion extraterrestre avec des disques et ce robot là qui combat des tanks. Et il y a la série Doctor Who où on voit les Daleks. Les Daleks, donc, qui sont des robots avec leur cri caractéristique Exterminate. Le Doctor Who, c'est la plus grande série de science-fiction en termes d'épisodes et aussi dans leur longévité, puisque elle est lancée en 1963 et dès cette époque-là il y avait des Daleks dedans et il y a encore des séries de nos jours. Dans Star Trek, intelligence artificielle, il y a une intelligence artificielle nommée Voyager qui arrive à proximité de la planète. Elle semble particulièrement hostile et puissante, et donc l'Enterprise est envoyée à sa rencontre. Là, je vous laisserai découvrir la réelle nature du mot Voyager, mais je suppose que vous le connaissez peut-être. Toujours dans Star Trek, ici, on a les Borg, qui sont des cyborgs, donc mi-humanoïdes, mi-robots, qui vont causer bien des torts aux équipages de Star Trek, parce qu'ils ont la fâcheuse capacité d'analyser les attaques qui leur sont portées, d'en émettre une parade et de le mémoriser. Donc à chaque fois, il faut varier le mode opératoire contre eux. Et leur phrase se dit, toute résistance est futile. Dans la catégorie des combats de robots géants, on a toute la série des films Transformers. Et il y a aussi l'actualité qui revient concernant les robots et l'intelligence artificielle, parce qu'on en développe de plus en plus. On commence depuis certaines années à développer des robots qui sont parfaitement humanoïdes et qui pourraient être confondus avec des êtres humains. Parfois dans des salons ils en mettent, bien qu'ils ne pourraient pas tout à fait imiter nos déplacements et notamment un comportement intelligent. Néanmoins, se pose la question du transhumanisme. Depuis un certain nombre d'années, il est très controversé parce que il peut dénaturer la biologie et le mental humain. Parce que sous prétexte d'améliorer les capacités physiques et mentales humaines, avec des implants, des IA, des interfaces cerveau-machine, comme c'est un test en ce moment à l'armée, des nanos, des biotechnologies, réalité augmentée, tout ça, ça pose des questions d'éthique. Et en même temps, des exobiologistes, au vu de ces événements, au vu de cette transformation de la société, et le fait qu'on va peut-être avoir des implants dans le corps, ou des extensions, des exosquelettes, ou tout ce que vous voulez, se demandent si des intelligences avancées dans l'univers se sont développées avant nous,
est-ce qu'elles auraient pu atteindre le stade d'être semi-artificielles, voire artificielles totalement. Et d'autant plus que les objets artificiels sont beaucoup plus aptes à traverser l'espace que l'humain. D'ailleurs, on envoie déjà des sondes qui dépassent notre système solaire. Avec le projet Starshot, on envisage même d'en envoyer sur Alpha du Centaure. Donc voilà les questions qui se posent actuellement sur ces thèmes. Et pour poursuivre sur nos extraterrestres, tels qu'imaginés par science-fiction, il y a là bien sûr la catégorie des reptiliens, insectoïdes et autres mutants, dont la série V fut un marqueur de l'époque. Dans sa première version, je ne spoile pas trop parce que dès le premier épisode, on sait que ces extraterrestres apparemment sympathiques, en tout cas c'est comme ça qu'ils se présentent, sont en fin de compte d'affreux lézards qui mangent des rats et dont le but est de venir nous piquer notre eau et voire nous manger. Alors le point de venir nous dérober notre eau, c'est pas très réaliste parce qu'ils n'ont pas besoin de venir jusqu'à nous pour le faire, puisque l'eau est abondante dans notre système solaire et par extension dans l'univers sous forme de glace et de vapeur principalement. Mais enfin, c'est ce qui fait l'originalité du film. Il a été repris en série en 2009 avec, là toujours pas de doute, c'est le même scénario, des reptiliens. J'ai trouvé plutôt bien parce qu'il était mis à jour avec les nouvelles technologies, mais bon, c'est dommage qu'il n'ait pas été poursuivi, ils n'ont fait qu'une saison. Dans la série des reptiliens, et la plus récente que j'ai conçue là, c'est un court-métrage de Neil Blomkamp, bon, qui est assez sinistre, puisque les reptiliens ont pris le contrôle de la Terre et sont en train d'exterminer l'humanité tout en faisant d'horribles expériences, mais il est très bien réalisé. Et pour parler d'un sujet à la mode, sur Internet tournent actuellement des canulars de prétendus reptiliens. Donc on y trouve des célébrités, des chanteurs, des chanteuses, ici le garde du corps d'Obama, ça doit être Hillary Clinton et d'autres, qu'on soupçonne d'être des reptiliens parce qu'il y a des traits noirs sur leurs yeux. Ou alors des espèces de masques holographiques étranges sur leur visage. Bon, bah, tout ça, il y a des explications tout à fait naturelles. Pour le cas du corps d'Obama, c'est parce que la photo était très floue, donc il peut faire un peu bizarre comme ça, mais dès qu'on regarde la véritable photo, on s'aperçoit que c'est même tout à fait normal. Les effets, là, ici, c'est du data motion, c'est-à-dire que quand on compresse des données, que ça passe sur Internet, ça en réduit la qualité, et donc ça fait des filtres comme ça, ou alors ça peut... Et sinon, il y a des effets de lumière qui peuvent produire ça. Il y a même un ministre néo-zélandais qui a dû produire un certificat médical parce qu'on l'accusait d'être un reptilien. Voilà pour les anecdotes à ce propos. Et sinon, il y a eu Starship Troopers avec des insectes géants. Bon, un film assez basique, martial, mais avec des sous-entendus derrière. Dans la catégorie des pondeurs, parasites et chasseurs, on a l'Alien, Alien de Ridley Scott. Le premier film était très marquant dans ce qu'on appelle le space horror, ou l'horreur dans l'espace, puisque là c'est un monstre qui est capable de se cacher, qui est puissant, qui est rapide, qui peut cracher de l'acide, mais en plus pour rajouter à l'horreur, qui peut pondre dans le corps humain. Donc ensuite, il y en a eu tout un tas de séries, et ça va continuer, puisque là il y avait Alien Covenant, mais il y en aura des suites. Et le Predator, lui, il vient sur Terre pour chasser. Donc il chasse des militaires, des policiers, il essaie de trouver un adversaire à sa taille. Et la particularité, c'est surtout le nombre d'armes qu'il a sur lui. Parce que, outre le fait qu'il ait des lances, des shurikens, des canons, des lasers, des pièges, des griffes, des bombes des bombes de très forte puissance, il peut aussi se rendre invisible, on dirait que c'est une véritable armurerie ambulante. Je ne sais pas comment il fait pour mettre tout son matériel. Ensuite, il fallait bien les faire réunir ces deux-là, donc c'est pour ça qu'il y a eu Alien versus Predator. Et dans un autre domaine, un film de Marvel, où là, Venom, où il est question d'un symbiote alien. Donc un symbiote qui prend le contrôle de l'être humain, mais qui lui laisse quand même une certaine autonomie. Toujours dans la science-fiction paranoïaque, mais un peu plus élaborée, un peu plus, je dirais, sournoise, et réfléchi, on a le village des damnés, puisqu'il y a tout un village tombe dans le sommeil pendant un certain moment, et après,
des enfants naissent avec des facultés télépathiques. Et ils sont très turbulents au point de déstabiliser l'état-major américain. Il ne sait pas quoi faire avec eux. Donc, ça dépend des versions des films. Dans les films du même genre, il y a Gold Tell Me Too, Meurtre sous contrôle. Ici, un homme commence à tirer sur la foule, il tue une dizaine de personnes, et au moment de la raisonner, il déclare « c'est Dieu qui m'a dit de faire ça ». Sauf qu'il y en a plusieurs qui vont faire la même chose. Et là, on comprend qu'un film comme ça, en Amérique, ça puisse choquer. Et dans la même série du monstre vraiment différent des autres, on a le monstre polymorphe de The Thing. Ça se passe dans une base en Arctique, où là, on a un polymorphe qui peut prendre l'apparence humaine, donc il peut tuer des personnes et imiter leur morphologie pour pouvoir nuire à d'autres. Alors, il y a les classiques, Les Envahisseurs, en 1967, et à cette date-là, il y avait déjà plusieurs grandes vagues de phénomènes aériens non identifiés, puisqu'il y avait la vague de 47, la vague des boules vertes en 1948 au-dessus des centrales nucléaires, 1952 survol de Washington par des objectifs déplacés à plus de 10 000 km/h, et 1954 en France, 1965 ça avait commencé en Antarctique, et des disques volants qui ont été signés sur toute l'Amérique du Sud et jusqu'en haut de l'Amérique du Nord. Et donc il est probable que les envahisseurs se soient inspirés de ces faits ufologiques et non l'inverse. Il y a une particularité dans ce film, c'est David Vincent qui les croise lors d'un raccourci qu'il n'aurait pas dû prendre, et il comprend qu'il y a des extraterrestres malveillants dans la société. Ces extraterrestres, on les voit peu, ou très peu dans le film. Ils ont un point commun, le petit doigt là qu'ils n'arrivent pas à plier. Et en fait, pour l'anecdote, le scénariste voulait mettre autre chose, il voulait leur mettre un œil dans la main. Mais c'était pas trop pratique, donc ils ont choisi ça. Quoi qu'il en soit, c'est la critique d'une société décaissante individualiste, puisque les aliens, effectivement, exploitent toutes ces failles où personne n'est solidaire, où tous les gens qu'on rencontre ont des difficultés, que ce soit dans leur couple, dans leur travail ou je sais quoi. Et donc c'est une critique sous-jacente de la société. Comme les invasions Los Angeles dans un autre genre, puisque dans le scénario ici, c'est le héros qui trouve des lunettes de soleil. Et en mettant ces lunettes de soleil, il s'aperçoit que dans la société, il y a des personnes qui sont l'air d'être vraiment bizarres. Bon, on devine clairement ce sont des extraterrestres. Et non seulement ces extraterrestres l'ont repéré, là elle communique pour signaler sa présence, mais il s'aperçoit que toutes les affiches, les livres et les écrans de TV ne diffusent pas leur programme habituel, mais plutôt des messages subliminaux, comme soumettez-vous, consommez, restez éveillés, regardez la télé, mariez-vous et reproduisez-vous, ne remettez pas en question l'autorité, etc., etc. Et donc il y a un message du second degré concernant les médias qui s'adresse sans doute à l'économie de marché, mais aussi avec un clin d'œil extraterrestre. Parmi le thème de l'occupation extraterrestre, on a la série Colonie plus récemment, 2 saisons depuis 2016. Cette fois-ci, quand la série commence, l'humanité est déjà colonisée. Des extraterrestres sont arrivés et ils ont créé des blocs comme ça, des camps, où une partie de l'humanité est retranchée doit travailler pour les extraterrestres. Ici, c'est le thème de la colonisation de l'humanité, privation de liberté, parce que les gens qui doivent travailler pour ces extraterrestres ne savent pas exactement ce qu'ils construisent. C'est assez obscur. Et puis ensuite, le couple Bowman, où l'une et l'autre s'aperçoivent qu'en fin de compte, ils travaillaient pour la résistance sans se le dire. Donc, on va suivre leur pérégrination. Et le point fort, c'est que dans la première série, le visage de l'extraterrestre n'est pas dévoilé. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, et a priori ils sont poursuivis par une autre race extraterrestre qui n'a pas l'air d'être gentille non plus. Bon, finalement, ça ne dépassera pas 2 saisons à cause de scénarios qui commençaient un peu à s'embourber et de manque de punch, et donc qui vont conduire à une baisse d'audience, mais c'est dommage parce que le sujet était intéressant.
Alors il y a aussi la catégorie des super-héros, super-vilains extraterrestres. Dans la catégorie des super-héros, bon, le plus connu c'est Superman, premier film 1948 et bien d'autres. Il est par nature extraterrestre puisqu'il vient de la planète Krypton, même s'il a un visage humain. Ces visages humains, c'est encore un point commun dans les super-héros extraterrestres, parce que Green Lantern en a un, Captain Marvel l'est aussi, Thor l'est aussi, et finalement il n'y a que les Guardians of the Galaxy, sur lesquels on a quelques variantes, mais elle reste quand même humanoïde, et lui il a juste une tête d'animal et l'arbre, quoi. Voilà pour la morphologie. Concernant les super vilains extraterrestres, il y en a beaucoup, puisque le thème offre une certaine liberté pour les éditions Marvel, par exemple, ou autres, parce qu'ils peuvent tout imaginer à partir de ce thème-là. Mais j'ai cité que les plus puissants, ceux qui ont menacé dans les fictions de détruire la Terre. Donc un des plus connus, Galactus, un dévoreur de planètes. Et son héros, H-E-R-A-U-T, Norinrad, son représentant, qui est lui aussi extraterrestre. Il l'envoie sur donc Norinrad avant que la Terre soit détruite, la visite, puis finalement il se prend d'amitié pour elle, et il se retourne contre Galactus. Apocalypse n'est pas par nature extraterrestre, mais il utilise des artefacts extraterrestres, il menace de détruire la Terre, et donc les X-Men vont s'occuper de son cas. Et plus récemment, on a Thanos, qui est un extraterrestre qui réussit à obtenir un pouvoir incommensurable avec le gant de l'infini et qui va porter un rude coup dans le premier film aux Avengers ainsi qu'à l'humanité. Bon, le deuxième est sorti, donc je spoile pas. Dans l'univers des jeux vidéo, le thème de l'extraterrestre est aussi régulièrement repris, même s'il n'est pas dominant, mais parce qu'il offre un bon potentiel créatif pour les réalisateurs. Donc les premiers jeux de tir avec Space Invader, puis après des jeux d'arcade un peu plus élaborés et des jeux d'aventure. Un autre dans le domaine du FPS, First Person Shooter, donc des jeux pas forcément malins où on tire sur tout ce qui bouge. Il y a Doom, où le héros se retrouve sur Mars et doivent survivre avec les armes qu'ils trouvent. Half-Life aussi dans le même principe. Après des jeux de stratégie en temps réel où on gère des troupes et des ressources, et là il y a les humains contre d'autres espèces extraterrestres, et puis encore des FPS, donc il y en a beaucoup, j'ai mis que celui-ci, Halo, et dans Dead Space, là on est dans le jeu d'horreur spatial, donc un scénario commun, une base abandonnée où on n'a plus de nouvelles des scientifiques et des gens qui étaient présents là, donc on envoie quelqu'un enquêter. Et là, c'est des monstres qui sont particulièrement sournois et horrifiques, donc qui vont attaquer le héros. Et il y en a eu plusieurs séries. Dans la même série, des jeux, on peut citer l'univers de Warhammer, où on a des Space Marines qui vont affronter d'abord des extraterrestres, ensuite les forces du chaos, et puis ils vont se battre entre eux. S'il n'y a plus de monstres, ils vont toujours trouver une bonne idée pour pouvoir s'affronter. Alors dans une autre catégorie, on peut aller regarder les extraterrestres imaginés par la fiction, mais qui sont avec des intentions moins belliqueuses, où on a des situations variées, et parfois ils sont pacifiques, bienveillants et humoristiques. Alors on pourrait commencer par les grandes sagas et space opéra, dont Star Trek, où c'est plutôt des équipages mixtes. C'est-à-dire que dans l'équipage peut être inclus des extraterrestres comme Spock, donc si on peut le résumer en deux mots, raison maximale et émotion minimale. Dans certains épisodes de Star Trek, on voit différentes peuplades, ethnies extraterrestres qui viennent faire du commerce, qui sont pacifiques ou non, qui sont des roublards ou qui sont des héros, mais bon. Par contre, ils vont affronter régulièrement des menaces de différents types. Là, j'ai mis quelques-unes assez originales, donc des êtres immatériels, des nuages vampiriques. Et dans Cosmos 99, la Lune se détache de l'orbite de la Terre sur une explosion nucléaire et elle est projetée dans différents mondes. Et ici, il y a un irréalisme majeur parce que la première planète se situe à 4 années-lumière, même une explosion nucléaire ne suffirait pas
à projeter la Lune comme ça jusqu'à la première, et d'étoile ou planète en planète, ça serait trop long. Mais bon, les scénarios sont assez variés. C'est plutôt froid, puisque les héros ne sourient jamais dans Cosmos 1999, et on rencontre différents types de créatures de tout ordre. Star Wars est un univers très riche en extraterrestres, puisqu'il représente au fil des épisodes depuis le premier en 1977 toute une série de créatures très variées, humanoïdes ou non, et c'est peut-être la saga où il y a le plus d'extraterrestres. Il y en a plus d'une cinquantaine à date, et ils ont des intentions variées. Et il s'agit d'une confédération, mais surtout d'une dictature qui est détenue par Dark Vador. Dans Stargate, on va voir différentes motivations aussi, puisque dans le premier film, les héros utilisent une porte des étoiles pour aller dans un monde où des milliers d'esclaves travaillent sur une pyramide, mais en fin de compte sont sous le joug d'une entité extraterrestre qui s'appelle un Goa'uld. Le Goa'uld, en fin de compte, c'est une sorte de symbiote. C'est une espèce de petit dragon là qui, une fois qu'il est dans le corps, en prend la possession. Et après, il y a d'autres espèces comme les Wraiths. Les Wraiths vont causer bien des torts aux équipages de Stargate parce qu'ils ont la capacité d'absorber l'énergie vitale. Et sur ce point, il y a des débats sur le net. Est-ce que c'est des méchants ou est-ce que c'est juste des gens normaux? Parce qu'il est dit que nous, humains, nous tuons des animaux pour nous nourrir, et eux, ils font plus ou moins la même chose, quoi. Ensuite, il y a les Ori. Les Ori, eux, se déplacent entre les mondes pour pouvoir instaurer leur religion. Par la force, mais en fin de compte, comme on dit souvent, la vérité est ailleurs, il y a peut-être une autre intention derrière. Les Azuranes ressemblent à des humanoïdes, mais en fin de compte, c'est des réplicateurs. C'est des micro-organismes, des robots, des micro-organismes qui s'assemblent. Et c'est peut-être les plus dangereux dans le lot. C'est pour ça que leur venue va contribuer à des renversements d'alliance. Les Asgard et les Anciens, qui sont considérés comme neutres au Pacifique. Donc on voit que les scénarios sont un peu plus réfléchis. Bon, bien sûr, ils ont eu le temps de les travailler, parce que sur les séries, il y a des dizaines et des centaines d'épisodes. Mais en fin de compte, c'est plus des extraterrestres, basiquement aussi, là. Sur la question du contact, il y a eu plusieurs approches de l'éminent problème de contact avec une intelligence artificielle. Parce que dans l'idée, face à des extraterrestres, des exobiologistes soulignent le fait que ça serait peut-être pas judicieux d'être trop anthropomorphique. C'est-à-dire qu'au vu de l'âge de l'univers, on pourrait rencontrer des êtres qui sont beaucoup plus anciens que nous, qui auront eu l'occasion d'évoluer physiquement et biologiquement, qui n'ont peut-être pas la même composition que nous, non pas par rapport à du carbone, mais par exemple avec d'autres composants. Ça pourrait être des êtres immatériels, des êtres de type intelligence artificielle et autres. Donc cette question est causée dans Abyss de manière pacifiquement. Là, on a un extraterrestre qui communique par mimétisme. Dans Contact, l'actrice Jodie Foster reçoit un plan, une espèce de protocole qu'elle met en place et qui veut lui permettre d'envisager un contact. Sphère est un huis clos psychologique. C'est dans ce sous-marin, il découvre une étrange sphère dans les profondeurs marines et ça va avoir des répercussions. Ils vont se comporter très différemment et c'est plutôt un thème de réflexion. Dans Solaris, le héros est confronté à une intelligence qui vit sur notre planète et dont il n'arrive pas à comprendre les intentions de mode opératoire, puisqu'il arrive même à lui faire revenir sa femme disparue. Dans L'Étoile et le Fouet, ça c'est un livre des années 70, où les extraterrestres calibrants détiennent des portails de téléportation, et c'est très compliqué de discuter avec eux, surtout de les comprendre. Dans Premier Contact, le film commence par cette espèce de caillou énorme qui apparaît. On voit tout de suite qu'il n'est pas de nature humaine parce qu'il se met sans système de propulsion, en sustentation dans l'air.
Et donc après, il va y avoir un protocole de communication qui va s'établir. Mais le but, là, il souligne la difficulté de trouver un langage commun. Et dans The Visit de Michael Madsen, là c'est une autre approche, c'est pas tout à fait de la fiction parce que le réalisateur va interviewer des membres de l'ONU et leur demande si jamais il y a un vaisseau extraterrestre qui se pose sur Terre, quel est le protocole. Et là on sent qu'il y a des réponses gênées de la part des membres de l'ONU parce qu'a priori il n'y a rien de prévu et ils se demandent quoi faire. A priori il y a l'idée d'une quarantaine biologique qui serait décidée pour éviter qu'il y ait des virus et autres qui se déplacent sur Terre. Et après, ils imaginent quel type de communication ils pourraient avoir. Et ils pensent que ça pourrait s'orienter surtout sur un jeu de questions et de réponses et qu'elle ne serait pas forcément facile pour tout le monde. Ils imaginent le fait que si par exemple un pays tire sur un vaisseau extraterrestre et que ceci riposte, ça pourrait faire un phénomène d'emballement médiatique. Quoi qu'il en soit, le scénario basique tel que l'imaginent les films de science-fiction, où il y a des extraterrestres qui atterrissent à un point donné et se déclarent comme ça au vu et au su de tout le monde, il apparaît beaucoup plus complexe en réalité, si vous voyez ce que je veux dire. Extraterrestres pacifiques. Bon, ils sont rares, mais il y en a. Alors donc on a le E.T. de Steven Spielberg qui a fait un succès au box-office, un des films les plus gentils sur E.T. Donc Cocoon, c'est des retraités qui se baignent dans une piscine où il y a des tranches coco et qui vont se rajeunir. Dans Mission to Mars, des astronautes vont sur Mars et ils décident d'aller voir le visage de Mars. Et celui-ci s'avère être une structure artificielle qui va s'ouvrir quand ils vont s'y approcher. Bon, je ne vous dis pas ce qu'ils vont trouver dedans. Et là, ça c'est pour faire le lien avec cette énigme. Parce qu'elle date de 1976 quand une sonde Viking 1 a photographié ce visage. Mais en fin de compte, la sonde Mars Global Surveyor, qui est passée plus tard, a semble-t-il déterminé que c'était juste une colline érodée qui créait une pareidolie, c'est-à-dire une confusion avec un visage humain. Bon, il y a bien d'autres mystères qui n'ont pas été résolus sur Mars, mais c'est pas le sujet. Ce soir, peut-être une autre fois. Dans Avatar, qui était un très gros succès du box-office aussi, on a ce qu'on peut qualifier d'elfes bleus de 3 mètres de haut, qui vivent pacifiquement. Et cette fois-ci, le thème est inversé puisque c'est l'humain l'envahisseur qui vient leur spolier leurs ressources. Et donc, ils vont se battre contre l'humain. Même s'il était effectivement publicité par le box-office, il y a eu quelques critiques disant que c'était un peu comme Pocahontas ou Danse avec les loups, ou un film un peu manichéen. En plus subtil, sur ce point, on a District 9 de Neil Blomkamp, où une colonie des ouvriers extraterrestres arrive dans un vaisseau à la dérive, et cette fois-ci demande l'asile. Et on les appelle des crevettes, parce qu'ils ressemblent plus ou moins à ça, ils ne sont pas hostiles, mais ils vont être exploités par différentes factions sur Terre, et on va essayer de leur piquer des armes, on va essayer de faire du commerce avec eux, de leur vendre des boîtes de pâté, si je me souviens bien, ou de faire du troc. Et donc ça, c'est très intéressant au niveau de l'approche. Dans la catégorie humour et comédie, bon, bien sûr, l'extraterrestre est un sujet qui est parfois prisé. En France, on a le gendarme extraterrestre et la soupe au chou. Et il y a eu différentes approches de ce film, différentes critiques. Il y en a qui disent que, par exemple, la soupe au chou, c'est un film qui est touchant, c'est un film sur l'amitié, mais d'autres ne sont pas du même avis. Ils disent que ces deux-là, c'est des scénarios qui sont très basiques, qui sont un peu lourds, où c'est des histoires d'alcool et de flatulence, et qu'il n'y a pas de profondeur dans ce film. Et c'est vrai que, en fin de compte, Louis de Funès et puis Villeray se sont illustrés dans d'autres films un peu plus poussés pour fond de cela. Ces deux films sont aussi prisés de certains médias quand ils veulent se moquer de l'ufologie, qui ne veulent pas réfléchir, qu'ils n'ont pas le courage d'une intention d'aller creuser dans les dossiers historiques ou d'animer des émissions sérieuses, mais ils se contentent de prendre des films, des extraits de ces films pour les ridiculiser. On a les Conheads, bon tout ça c'est les Conheads qui sont une comédie, Mars Attack bien connue, où là, on se pose pas de questions, les Martiens arrivent et puis désintègrent tout. Dans Galaxy Quest,
Ce sont des acteurs de science-fiction qui sont relevés par des extraterrestres à qui ils donnent des missions bien réelles. Bon, pour ceux que j'ai pu voir, c'est très, très rigolo, c'est une parodie de Star Trek. H2G2 s'est inspiré du livre Le guide du retard galactique de Douglas Adams. Donc c'est de l'humour britannique, un peu absurde, mais assez rigolo, quand même assez original. Bon, Paul contient beaucoup d'allusions à l'ufologie, des petits clins d'œil de temps en temps. Et dans Man in Black, là, le 4e est sur le point d'être diffusé, alors nous parlons. Donc, gros succès du box-office aussi, puisque là, on imagine toute une saga d'extraterrestres qui viennent sur Terre et qui sont plus ou moins gérés, maîtrisés, parfois pas très bien contrôlés par une alliance internationale. Alors, concernant les troisièmes types, ou d'autres éléments ufologiques, on a les ufofictions qui se basent sur de présumés faits réels ou des faits réels tout court et qui vont essayer de les mettre en image. Alors, rencontre du troisième type, ça commence ici, ça c'est un extrait du film, où on a l'escadrille 19 qui a disparu en décembre 1945 au Triangle des Bermudes, ainsi que l'hydravion qui a été envoyé à sa recherche. Les dernières communications parlaient de perturbations électromagnétiques, et en fin de compte, on n'a jamais les retrouvées. Donc là, dans le film de Spielberg, on les retrouve en plein désert. À Porto, à paquebot en plein désert, et il y a plein d'événements insolites qui commencent à se produire sur la planète. Des gens voient en rêve ce monde qui existe réellement, et puis donc il y a un protocole de contact qui va être établi. Dans The UFO Incident, ça retrace la présumée abduction de Barney Hill. Ça, c'est un film fiction sur les abductions. Ça, c'est celui de Travis Walton. Ça, on y parle du MJ12 dans Dark Skies. Dans Taken, on suit l'historique de plusieurs familles témoins d'OVNI ou victimes d'abduction. Et dans The Silencers, c'est plutôt des histoires d'hommes en noir. Il convient de préciser que les UFO-fictions, à part Rencontre du troisième type, et puis la série que je vais vous montrer plus tard, sont très peu médiatisées. Il n'y a parfois pas beaucoup de budget, ça n'a pas crevé le box-office, mais ça va peut-être être dû à une question de public. Celui qui a vraiment fait la différence à X-Files, depuis 1993, 11 saisons, plus de 200 épisodes, où là on alterne toujours le normal qui est incarné par le scepticisme rationaliste de Dana Scully et les visions paranormales ou les croyances de Mulder. Donc il n'y a pas que des aliens là-dedans, il y a les monstres, l'occultisme, etc. Mais le fil conducteur, c'est l'ufologie, et c'est un complot mondial d'une petite élite qui vise à cacher la visite sur Terre, à cacher les visites extraterrestres sur Terre, un processus de colonisation et des expériences médicales. Et tout ça, c'est dirigé par un service spécial qui semble très puissant, dont l'homme à la cigarette en est un protagoniste. Après, il y a des combats entre différentes races extraterrestres, dont notamment une qui utilise de l'huile noire, qui est capable d'infiltrer et de dominer les êtres humains. Dans les saisons 10 et 11, ça reprend toujours avec là, par exemple, les débuts de Roswell. Le titre, Trust No One, ne faites confiance à personne. Des Black Project et des appareils secrets. Et c'est vrai qu'ils oscillent pas mal entre les deux. On ne sait pas trop si c'est extraterrestre ou pas. Mais en tout cas, la dernière saison s'est achevée en 2018 et a priori, elle ne sera pas reprise. J'ai eu l'occasion de rencontrer Gillian Anderson d'un salon de science-fiction. Elle est très sympathique, c'est très différent de l'image austère qu'elle donne dans ses films. Et ce qui est curieux pour l'anecdote, c'est qu'elle, elle croit plutôt à la visite d'extraterrestres sur Terre, d'après ce qu'elle dit, alors qu'elle incarnait le rôle différent dans un film. Et Mulder, c'est l'inverse. David Duchovny, lui, il est plutôt sceptique sur la question. Donc voilà pour X-Files. Et une question qui peut être posée, c'est est-ce que Hollywood est sous influence? Parce que d'abord, d'une manière générale, est-ce que on
quand on regarde la plupart des films de Hollywood, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Et on pourrait dire d'abord les intérêts économiques, puisque c'est avant tout une industrie, comme une fabrique industrielle qui a pour but de produire du chiffre d'affaires et des recettes, donc il faut que de la marge. Avec un modèle mondial qui est arrivé à ses fins, puisqu'actuellement on parle d'hégémonie américaine culturelle au niveau mondial, surtout au niveau cinématographique. Il en est la résultante qu'en France, il y a certains quotas qui ont été réservés à des fictions françaises en raison de ça, sinon les chaînes ne prendraient que des films américains. Et la méthode est un film type qui ne va pas être adapté à chaque pays, un film qui sera le même pour tous les pays. Donc ils essaient de le cibler pour que ça touche le plus large public possible, avec des efforts marketing et plein de produits dérivés pour gagner encore plus d'argent. Au départ, il y avait eu, suite à quelques scandales dans l'univers hollywoodien dans les années 30, le code Hays. C'était un code qui ressemblait bien à celui de la prohibition, puisque toute promotion du péché, du crime, de la nudité, de la sexualité, du métissage, de la patrie ou la critique de la patrie de la religion était prohibée. Mais finalement, ces codes qui étaient un peu désuets ont été abandonnés, et puis juste pour être remplacés par des restrictions d'âge. Il y a eu des influences officielles avec le Pentagone, qui ne l'a jamais caché, puisqu'il a toujours eu un bureau ouvert à Hollywood, et en fin de compte, il prêtait main forte aux cinéastes qui voulaient tourner des films de guerre, parce qu'il leur faut des photos de matériel et autres, des uniformes, mais il acceptait une condition, à ses propres conditions. Il fallait que les films traduisent la bravoure américaine, l'héroïsme, ou que ce ne soit pas le contraire en tout cas. Et pour l'anecdote, Independence Day s'est fait refuser le soutien de l'armée américaine parce que, pour diverses raisons, mais une c'était que les héros, c'était des héros civils qui mettaient en déroute les extraterrestres et non pas des militaires. Ensuite, il y a eu des influences un peu plus discrètes. Donc le macartisme, donc ça a été établi. Il y a eu des têtes qui ont été coupées dans l'industrie hollywoodienne à l'époque, et d'autres qui ont été favorisées parce qu'ils promouvaient des films anticommunistes. Et il y a eu des interactions discrètes. Alors, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le titre de l'article, The CIA in Hollywood, où là, il y a tout le détail des personnes qui interagissaient et autres. Mais en gros, dans cette longue étude, ce qu'elle disait, c'est que l'idée était de maîtriser l'image cinématographique parce qu'elle était véhiculée dans le monde entier. Donc, si la CIA a mis ça en étant, c'est pour donner une bonne image de l'Amérique. Qui mettent en avant ses valeurs pro-démocratiques et capitalistes. Par exemple, pour l'anecdote, ils se débrouillaient pour que des épisodes de Dynasty soient diffusés en Allemagne de l'Est, parce que ça montrait un mode de vie somptueux et opulent. Donc, c'était un peu pour déstabiliser. Bon, voilà, soutien au film anti-soviétique. Et surtout, ils s'attachaient à supprimer des scènes qui représentaient des Américains un peu à la marge, violents, grossiers, non respectueux des autocules. En gros, il fallait que ça fasse du politiquement correct. Et accessoirement, il est dit que la CIA travaillait son image, parce qu'elle a une mauvaise image aux USA. On l'a soupçonné à tort ou à raison d'être impliquée dans des renversements de gouvernement, en Amérique du Sud notamment. Dans l'affaire de l'assassinat de Kennedy, elle n'était pas tout à fait propre. Donc elle travaillait dans certains films à refaire son image. Et on voit maintenant pour les tendances, ça c'était la guerre froide, mais de nos jours, on sent, si on prend l'exemple des films de Marvel qui sont adaptés par Disney, on sent qu'il y a une ligne directrice dans ces films qui se traduit par exemple par un culte du cœur de la jeunesse, le patriotisme sous-jacent, des codes moraux, hein, ils se comportent très bien les super-héros. On a le thème du super-héros qui peut sauver le monde à lui seul, quoi. Et si possible un super-héros assez humain, assez humble, qui peut être assimilé avec tout le monde, quoi. On a une exacerbation des émotions, la violence est toujours édulcorée. Par exemple, si on prend n'importe quel super-héros, que ce soit Superman, Spider-Man, Iron Man, s'il donne un coup de poing à un être humain classique, normalement le visage doit être fracassé et il n'y a plus de tête ou le corps doit être démembré. Malgré ça, tout ça, les combats, on voit quelques petites traces rouges sur les visages, c'est bien édulcoré. Et les discours, on sent qu'ils sont très bien étudiés, aseptisés pour que ça puisse plaire à tout le monde. Et la question sous-jacente, c'est concernant le sujet qui nous préoccupe, c'est les aliens. Est-ce qu'il y a une idée derrière
à force de les représenter comme des êtres nuisibles et malveillants, majoritairement en tout cas, est-ce qu'il y aurait une idée sous-jacente? Mais pour l'instant, je ne peux pas répondre à la question parce que j'en vois pas trop l'intérêt, à part celui de générer une culture de la peur qui pourrait être économique, parce qu'on pourrait partir du principe qu'un film où il y a des méchants extraterrestres se vendra peut-être plus qu'un film gentil, ou alors ça pourrait servir certains intérêts, des intérêts du complexe militaro-industriel qui a toujours pour idée de vendre des armes, mais pour vendre des armes, il faut essayer de trouver des ennemis ou faire croire qu'il en existe. Voilà, c'est pas garanti, c'est une question à réfléchir sur laquelle on peut échanger. Alors j'ai beaucoup parlé d'Américains, mais voici et de Japonais aussi, mais voici quelques films de SF françaises. Bon, il y en a beaucoup, des films de SF françaises. Par contre, ceux où il y a réellement des extraterrestres, ils se font beaucoup plus rares. Donc là, j'ai trouvé ceux de René Laloux, La peine sauvage, Kandahar, La Belle Verte, qui est une comédie. Le cinquième élément, qui est sans doute celui qui a été le plus diffusé au monde. Oui, parce qu'il y a eu des moyens, et puis il y a Bruce Willis dedans. Et dans Immortel, c'est tiré la BD d'Anki Bilal et Valérian en 2017, qui a eu peut-être du succès en France, mais qui a eu plus de difficultés internationales pour des raisons que je n'ai pas eu l'occasion d'étudier. Mais en tout cas, c'est vrai que des grands films, des blockbusters qui sont diffusés partout dans le monde, il faut dire que déjà en science-fiction, c'est compliqué de les faire parce qu'il faut avoir des moyens pour faire des costumes, des moyens pour faire de la 3D ou des images animées, et si possible, prendre des têtes d'affiches internationales. Donc ça coûte très cher, c'est des films avec des millions d'euros de budget, donc voilà peut-être pourquoi il n'y en a pas beaucoup. Et si je parlais de la littérature de science-fiction française, qui a connu son âge d'or entre la guerre et les années 70-80, où là, il y a eu beaucoup de... il y avait pas mal de ventes à ce niveau-là, mais enfin reprenons le début, puisque signaler qu'elle existait bien avant le XXe siècle, et puis dans la lignée des Martiens, là, il y a le Docteur Oméga, La roue fulgurante qui a été considérée comme un ouvrage marquant, parfois quelques points communs avec l'ufologie, des histoires d'enlèvement, ou celui-ci, dans le Péril bleu, on a des extraterrestres qui appellent les savants et qui prélèvent des espèces animales, qui les dissèquent et qui les étudient, ce qui pourrait nous rappeler notre dernier sujet, les vagues de mutilation animale inexpliquées à partir de 1967, donc 57 ans plus tard. Et en fin de compte, là j'ai mis les listes de 3 maisons d'édition qui font l'effort, même si je doute que le modèle soit économiquement rentable, mais de sauvegarder un peu tous ces trésors de l'ancienne science-fiction française, Rivière Blanche, du Sphinx et Hexagone Comique, et qu'on réédite de temps en temps. À partir des années 50, on a eu quelques œuvres marquantes, il y en a beaucoup, on ne peut pas toutes les citer, donc j'ai mis quelques exemples ici. C'est l'humanité asservie par des géants dans Homo Sanceri, là, des invasions extraterrestres dans le ressac de l'espace, des conflits galactiques dans la plaie, des guerres et voyages temporels dans les seigneurs de la guerre. Et parmi quelques œuvres françaises, je dirais qu'à partir de cette date-là, ça se complique pour la science-fiction, pas forcément pour les films français, mais pour la littérature. Faute de lectorat, les grandes maisons d'édition ont commencé à se délaisser de la science-fiction pour ne laisser que des moyennes ou des petites s'en occuper. Les médias ne le mettent pas en avant non plus. Et il en résulte que tout cela conjugué, c'est vrai que c'est très compliqué pour la SF française, mais contrairement aux idées reçues, il y a quelques dizaines d'auteurs qui produisent des ouvrages de qualité, j'en ai mis quelques-uns là. Bordage, qui est très connu pour toute son œuvre. Ici, Les Guerriers du Silence, un space opéra. Étoile mourante derrière Dan et Jean-Claude Dudoniac, on a des animaux-villes. Avant, il y avait Jimmy Dieu, là, qui était entre l'ufologie et la science-fiction. Donc il avait des ouvrages d'ufologie, les soucoupes volantes viennent de notre monde, qui étaient suivis par Blackout sur les soucoupes volantes, qui résument des faits qui ont été rapportés dans différents endroits du monde, observation d'appareils volants non identifiés. Et sa conclusion a été sans embâche dès le départ, c'est que ça venait d'un autre monde. Dès 1952, c'est ce qu'il raconte. Et après, il a écrit environ 80 romans,
qui s'inspirait effectivement d'effets ufologiques. Alors là, par exemple, entité biologique extraterrestre, BE. Alors, dans celui de Laurent Genefort, on a Point Chaud. Alors là, c'est une invasion multiple parce que partout sur la planète arrive des espèces de bouches, de portails, desquels émerge toute une série d'extraterrestres. Et c'est une véritable invasion. Dans celui-ci, on est entre les deux, puisque c'est un livre de Fabrice Canepa, assez épais et que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il fait l'histoire comparée de la SF et de l'ufologie. Et il intervient dans quelques médias, mais sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Dans Exécutrice temporelle, une commission temporelle est basée sur la Lune et des agents vont dans l'histoire pour principalement filmer les grands événements historiques. Mais ils s'aperçoivent assez rapidement qu'il y a des failles, il y a des événements anormaux, il y a des incidents temporels, et a priori, il y a des agents qui agissent dans l'ombre, il y a une conspiration qui se met en place à l'échelle mondiale. Voilà, c'est entre le voyage temporel et l'Uchronie, et une nouvelle mode, qui est le livre d'art, où, par exemple, ici s'associe un auteur, par exemple comme Hugo Bellagamba, qui était connu pour ses uchronies, comme Tancred, et puis un graphiste, Christian Duniac, pour essayer de faire des livres d'illustration, des livres d'art, où on a du texte et puis des visuels d'extraterrestres ou de voyageurs. Bon, voilà pour un tour de la science-fiction, comment était vu l'extraterrestre sous ses différents modes. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Bon, si vous avez des questions, en sachant qu'après, quand ce sera diffusé sur YouTube, effectivement, j'invite chacun à déposer des conseils. S'il y en a d'autres qui ont des films à conseiller ou à engager des débats, ça sera toujours sympathique. Parce que j'ai discuté avec des gens à l'entrée, là, ils étaient un peu énervés. Est-ce que Macron est un go-out? Il y en a qui s'amusent à redessiner le président avec des têtes de reptiliens, d'extraterrestres et autres. Moi, c'est dans la lignée des gags canulars qui circulent sur la fête. Bon, je suis pas très sérieux, mais il y a peut-être sûrement des gens qui ont des questions. Tiens, voilà. Bonsoir, encore bravo pour l'exposé, très intéressant. Dans les films que vous avez cités, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est Les Envahisseurs de la planète rouge de 1953. Et vous avez oublié de dire, ou peut-être c'est voulu, que c'est le premier film où on voit des implants qui sont incrustés dans le cou des humains par des extraterrestres. Et ça date quand même de 1953, bien avant que les cas ufologiques soient connus. Donc quand vous dites que la science-fiction n'a pas pu influencer les cas ovnis, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça. Cet exemple, par exemple, alors il conviendrait en 1953. Oui, il conviendrait de savoir à quelle date officiellement on a pu parler d'implants dans le cerveau humain ou animal. Le plus récent sur des animaux un élément marquant sur les animaux qui me souvient, c'est les expériences du docteur Delgado. Le docteur Delgado était un Espagnol, et il avait mis des implants dans le crâne d'un taureau, et il avait un boîtier à distance. Et il lâchait le taureau énervé dans l'arène, et à distance avec son boîtier, il arrivait à le stopper. Mais c'était en 1963. Donc, ce qu'il fallait savoir, si ce film qui date de 1953, Ils envahissent la planète rouge, est-ce qu'à cette époque-là, il y avait déjà des systèmes d'implants électriques qui étaient sur les animaux? Ah, c'est mieux comme ça? Oui. Sinon, une autre info aussi. Là, actuellement, il y a une très bonne série, c'est Projet Blue Book. Ça passe sur la chaîne History. Je ne sais pas si c'est une chaîne câblée ou... Et ça raconte l'histoire du professeur Heineck, donc un des premiers ufologues le plus célèbre. Et justement, hier, j'ai vu l'épisode où c'est retracé l'enlèvement du couple Barney et Betty Hill. Et ce qui est très intéressant, c'est que là aussi, vous aviez parlé de politiquement correct. Ce qui est amusant, c'est que là, le couple
c'est deux personnes de couleur, alors qu'en réalité, c'était un couple mixte. Et là, ils ont effacé complètement dans l'épisode, qui reproduit, soi-disant la réalité, ce fait sociologique. Ah oui, c'est curieux qu'ils le fassent parce que ces histoires de couples interraciaux, normalement, c'était à l'époque du Code Hayes, un peu plus tard, mais ça aurait dû disparaître depuis. C'est vrai que concernant la série du projet Blue Book, je ne l'ai pas regardé, mais bon, j'ai juste vu qu'elle avait de bonnes critiques sur le net. Et effectivement, elle retrace un projet qui a été entamé dans le milieu des années 50 et qui s'est étalé jusqu'à la fin des années 60 et qui retraçait plus de 12 000 cas d'OVNI. Et parmi ceux-là, il y avait 3 à 5,5% de cas inexpliqués. Mais le major Ruppelt qui travaillait dessus, lui, en avait une opinion tout à fait différente, ainsi qu'un autre institut qui pensait qu'il y en avait 20 à 25% de cas inexpliqués. Mais rien que ces 5,5%, ça fait 700 cas. Et effectivement, Allen Hynek était plus ou moins proche de ce dossier, puisque au départ, il était employé par l'US Air Force pour démystifier les cas d'OVNI, mais au fur et à mesure du temps, il a changé un peu sa veste. Il a retourné sa veste, parce qu'il a fini par en être persuadé de la réalité. Pourquoi le lectorat abandonne la science-fiction? Tout simplement parce que la technique n'intéresse plus les gens ou parce que c'est vrai que maintenant ce qu'on voit dans les rayons c'est la fantaisie et le fantastique, surtout. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais d'abord pour le constater, quand vous allez à un salon... Souffle pas dans le micro. Ouais. Pour le constater, quand vous allez dans un salon du livre, et que vous mettez à côté d'un stand de science-fiction, vous discutez avec les auteurs et autres, ou les lecteurs, il y a à peu près peut-être une personne sur 20 ou une personne sur 10 au maximum qui lit couramment, qui a lu de la science-fiction ou qui en lit couramment. Donc à partir du moment où le lectorat s'en éloigne, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, peut-être parce qu'en France on a un pays cartésien. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est l'inverse. Ils adorent la science-fiction, qui a des hauts tirages là-bas. Et puis après, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Il n'y a pas beaucoup de lectorat. Les médias discréditent un peu ce genre, qu'ils considèrent comme un sous-genre par rapport à d'autres. Ils ne médiatisent pas, à part quelques exceptions. Sur France Culture, dans la méthode scientifique, des fois, on a quelques émissions dessus, mais c'est rare. Donc, si ce n'est pas médiatisé, après, les tirages sont faibles. Donc c'est lâché sur des petites maisons d'édition qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un diffuseur, donc c'est sous-diffusé, et puis ça reste dans cette catégorie-là. Alors des fois il y en a qui s'en tirent en s'associant entre éditeurs de science-fiction, ou alors en se mélangeant avec d'autres festivals, par exemple les festivals geeks actuellement, qui ont beaucoup plus le vent en poupe, et qui mélangent différents genres, puisqu'on a de la science-fiction, mais aussi de la japanisation. On a du manga, on a de la danse, des jeux vidéo et d'autres choses. Donc ceux qui arrivent à s'intégrer dans ce système s'en tirent un peu mieux que les autres. Ok. Les écrivains comme Weber et Damasio, vous mettez encore comme... Weber, il est difficilement classable parce que un de ses plus gros succès c'était les Thanatonautes et les Fourmis, qui sont des œuvres de fiction mais non pas de science-fiction, puisqu'il n'y a pas de voyage dans l'espace ou autre. Et ensuite, pour les autres, le papillon des étoiles, où là, un vaisseau d'école de terre essaye de rejoindre la planète étoile, ici on est dans le voyage spatial, donc on peut plutôt le classer dans la fiction. Pour Alain Damasio, il a écrit plusieurs très bons livres, La Horde du Contrevent, où sur une planète où des vents très puissants dominent, il y a des gens qui sont spécialisés, des brigades, pour essayer d'aller un peu plus loin, parce qu'ils ne savent pas, à cause du vent, ils ne peuvent pas savoir ce qu'il y a au bout de la planète. Et dans la zone du dehors, voilà, plutôt c'est le thème de la dictature, où il y a une dictature assez orwellienne et moderne qui se met en place, et donc il y a des résistants qui luttent. C'est de la fiction, mais c'est pas... Oui, là, de la science-fiction, si on veut dire quoi. Mais des fois, c'est difficilement classable, la science-fiction, parce que ça peut regrouper différents thèmes. Mais en tout cas, c'est des auteurs français connus, quoi. Je les ai pas
C'est là le coup de lecteur. C'est vrai que ça flirte avec la fantaisie. Le coup de lecteur. Alors j'ai une question, mais avant je voudrais dire qu'il existe une chaîne YouTube sur la science-fiction qui s'appelle Nexus 6, qui est assez amusante et intéressante. Et d'autre part, je voulais signaler un film avec un extraterrestre comique chinois qui s'appelle Crazy Alien, qui est extrêmement drôle. Donc, il se moque bien des Américains, ça change un peu de Independence Day. Et la question c'est, tout à l'heure vous parliez d'un livre artistique sur les dessins. Comment est-ce qu'à votre avis les films et la littérature de science-fiction va arriver dans les prochaines décennies? Comment est-ce que ça pourrait évoluer apparemment? Ce qui pourrait se passer, on peut s'attendre peut-être à un léger regain, parce qu'avec la découverte d'exoplanètes, ou si il est possible qu'on découvre des traces ou non de vie dans un futur proche, parce que jusqu'en 2025 vont être lancés, initiés, des nouveaux programmes de télédétection spatiale. Alors James Webb, par exemple, qui va être lancé, alors je ne donne pas de date parce que c'est souvent repoussé, mais il sera 100 fois plus puissant que Hubble, et il sera dans l'espace. Et à ça s'ajouteront 3 télescopes terrestres géants qui seront du même ordre de puissance. Et ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir trouver des technosignatures sur d'autres planètes, sur d'autres exoplanètes, qui nous diront une bonne fois pour toutes si une intelligence humaine là-bas. Et ce qui pourrait peut-être rejaillir sur la science-fiction et lui donner un nouveau souffle. Après, la science-fiction pourrait rebondir aussi par tout ce qui est transhumanisme, intelligence artificielle, robots et autres, en se mettant vraiment à la page sur ces dossiers-là. Ouais, puis il y a le retour vers la Lune, peut-être les projets d'aller sur Mars, peut-être que ça va déboucher, ça peut donner aussi un peu un essor, une science-fiction assez simple par contre. Ouais. Et qui sait, sur la Lune, ils vont peut-être trouver des choses. Oui, il y a plein de cratères. Il y a toute une liste de lieux anomaliques à aller visiter. Entre les rochers roulants, les cratères mystérieux. Je dirais pas faire une conférence, mais quoique, dans des détails, oui. Ah oui, il y a de quoi parler. Oui, il y a de quoi en faire une liste et y passer un bon moment. Oui. Vous n'avez pas abordé Premier Contact tiré du... Si. On va désolé. Non, bonsoir. Oui. Voilà, excusez-moi. Alors, si vous l'avez abordé, comme je suis arrivée à la fin, j'ai pas pu voir le début, donc désolé. Donc oui, je voulais savoir donc. Apparemment, vous avez abordé le film Premier Contact. Non, mais c'est vrai que c'est tiré d'un livre aussi à Rivol. Et donc je voulais savoir un peu quel était votre point de vue dessus, mais si vous l'avez abordé. Là, c'est surtout la difficulté d'établir un protocole de communication entre deux intelligences, puisque ça prend un certain temps quand même. J'essaie de ne pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais on voit tout de suite que c'est pas aisé. Et que les créatures qui sont dans ce film n'ont rien de commun avec un profil humanoïde. Et c'est sans doute ce à quoi il faut s'attendre. Et aussi le scénario d'une intelligence qui débarque sur un vaisseau dans un lieu très officiel, comme la place de la Concorde ou sur la Washington des États-Unis, est peu probable en vue de l'impact que ça pourrait avoir au niveau de la population. Et là, je citais The Visit, un film de Michael Madsen, qui listait toutes les conséquences désagréables possibles. Et je pourrais aussi citer les travaux du philologue canadien Grant Cameron, qui avait listé 65 raisons pour éviter la divulgation, en raison des conséquences que ça pourrait avoir. Je les ai mis sur mon site. Et d'autres conséquences, c'est que toutes les rencontres qui sont opérées dans l'humanité entre une civilisation avancée technologiquement et une autre qui l'est témoin, se sont toujours soldées en défaveur de la moins avancée. Sauf au Japon sous l'ère Meiji, parce qu'eux ils avaient pris l'initiative de se renfermer par rapport aux attaques de l'Occident. Ils ont pu sauvegarder leur patrimoine. Mais sinon, à chaque fois, c'était de l'acculturation, c'était un effondrement des valeurs morales, religieuses et économiques. Peut-être que si les extraterrestres nous observent, ils prennent soin justement de ne pas faire ce genre de scénario, ou peut-être de nous habituer à long terme avec des spectacles plus ou moins déchiffrables.
Merci. Il me vient un autre lien aussi qui n'a pas été abordé, peut-être qu'il serait intéressant, c'est David Green avec la série Marie Stellaire et Élévation, et qui ressemble un petit peu à ce que disait Dan Niken avec, et avant lui, Charot et tout ça, sur les liens entre éventuellement les extraterrestres et l'évolution de l'homme. Est-ce que ça, vous voyez de quoi je parle? La source que vous citez, je ne la connais pas. Par contre, cette théorie, elle a déjà été effectivement abordée par d'autres auteurs sous forme de fiction ou en ufologie. Et ils imaginent qu'à des 30 très anciens ou plus récents, donc des intelligences ont interféré dans le développement humain. Et ils s'appuient sur le fait que pendant des milliards d'années, puisque les premières formes de vie, des éponges et autres, les stromatolites, ça date d'environ de 4 milliards d'années, ils trouvent que ça fait un peu longtemps pour qu'on passe au stade de l'intelligence avancée qui est celui de l'homme. Puisque les premiers hominidés, ils ont à peu près 7 millions d'années, environ, avec Toumaï, même s'il y a des contestations dessus. Et puis sinon, Néandertal, on le date à 300 000 ans, d'après les derniers ossements au Maroc, ce qui est très léger à l'échelle du temps. Donc ils se demandent s'il n'y a pas eu un coup de pouce au niveau de l'évolution ou une manipulation génétique. Donc il y a différents auteurs, Zecharia Sitchin, Bleuette Dio actuellement en ufologie qui s'interroge là-dessus, et d'autres. Pour l'instant c'est pas vérifiable, mais s'il n'y a finalement pas eu d'intervention, il aurait fallu qu'il y ait vraiment une rupture dans l'évolution qui aurait soudainement permis, après tant d'années, de passer au stade de l'intelligence avancée. Et alors les biologistes soupçonnent des coches cachées dans l'évolution, et puis d'autres imaginent qu'il peut y avoir un coup de pouce extraterrestre. C'est les romans dont parlait David Brin. David Brin. Ouais. Il a fait pas mal de romans. Il y a un film qui est sorti, je crois que c'est Le Facteur, non? Alors oui, mais ça, là, c'est pas du tout le même. Oui, c'est pas le même cas. Pourquoi le docteur Delmago a arrêté ses recherches? Le docteur Delmago? Delmago, celui qui avait mis un implant dans le cerveau d'un taureau. Ah, Delgado. Je ne crois pas qu'ils aient arrêté en fin de compte. C'est-à-dire que par exemple, le fait de mettre un implant dans un animal ou un être humain, on peut contrôler ses mouvements. J'avais vu des expériences comme ça où on met une électrode dans le cerveau, on l'active, et puis on peut faire lever le bras de la personne contre son gré et autres. Et là, le but était de contrôler la colère d'un taureau. Après, à ma connaissance, personne ne s'est opposé à ces expériences, enfin je ne l'ai pas étudié non plus, mais si, on peut le retrouver sur des vidéos, où on le voit effectivement dans l'arène avec son beeper là, et faire ça. Mais ça a peut-être été un peu plus loin. Oui, ça va beaucoup plus loin, on arrive à transformer des insectes comme des cafards en interfaçant leur système nerveux, mettre des puces dessus, et on les arrive à quasiment les automatiser. Ouais, ça a beaucoup progressé. Mais on peut le faire à des et même des souris, on fait des choses, mais c'est... arrêter un taureau, c'est relativement facile, il y a juste un nerf à couper, tandis que contrôler vraiment intelligemment le comportement, c'est beaucoup plus complexe. C'est comprendre comment marche le système nerveux, comment marche la... Et ça, on ne sait toujours pas très bien. Mais on peut le faire à des êtres humains sans la faute. Bah, je sais pas. Bon, actuellement, il y a quelques dossiers. Effectivement, il y a eu, par des ondes électromagnétiques, on peut affecter la biologie humaine. Il y a eu des incidents dans les années 60 à l'ambassade américaine, à Moscou, où des gens du personnel américain souffraient de nausées, de problèmes physiques, de maux de tête et autres. Et après, il a été déterminé que c'était des ondes électromagnétiques. Et l'affaire est revenue plus récemment à Cuba, je crois que c'est l'année dernière, où effectivement le personnel encore de l'ambassade a dû être évacué parce qu'ils entendaient des bruits stridents insupportables. Et une enquête qui a été faite là-dessus, et ça hésite entre deux thèses, entre des grillons vivant là-bas ou alors des ondes électromagnétiques. Et ces ondes, enfin ces bruits ont été enregistrés. Et on peut, dans certaines émissions sur la net, on peut les retrouver. Parce que pour les ondes électromagnétiques, moi j'avais vu que en Angleterre, on pouvait stopper des manifestations de jeunes de 16 ans, comme ça, par rapport à leur cerveau. Oui, ça c'est des ondes. Oui, parce que les jeunes ont une audition, des capacités auditives beaucoup plus
plus importante que les adultes, donc on émet sur certaines fréquences que eux seuls peuvent entendre. C'est les ondes sonores, c'est des canons sonores. Ça, c'est des canons sonores, c'est des ondes antigènes. Et c'est redoutable. Oui, mais je crois que c'est illégal. Ou alors on utilise des armes acoustiques contre la piraterie maritime, mais sur un... Enfin, on ne peut pas l'utiliser comme ça dans une ville, officiellement. Après, il y a différents moyens d'influencer le cerveau. Hein. Donc, il y a effectivement ces implants qui sont connus. Après, il y a les ondes. Il y a les ondes sonores aussi. Il y a pour la même cas ultra. Mais pour savoir exactement si on peut contrôler parfaitement un humain à distance, ça c'est une autre affaire. Par l'hypnose et la drogue, oui, mais dans ce cas-là, il faut le capturer. Mais officiellement et heureusement, il n'existe aucun moyen à distance, en tapant sur un bouton, de pouvoir contrôler complètement l'individu. Ou même de leur envoyer des ondes qui leur provoquaient des hallucinations qui seraient identiques pour chacun, quoi. Enfin voilà où on en est quand on lit les articles à ce sujet. Battlestar Galactica. Ah oui, je ne l'ai pas cité, oui. Il y en a eu d'autres aussi. Ne jouez pas avec les Martiens. C'est un film français. Édition 66. Avec Rochefort et Starman. Donc ne jouez pas avec les Martiens, 1966, et puis... Et Starman, oui. Bon, oui, effectivement, s'il y a d'autres films à suggérer. Mais d'ailleurs... Ah oui, tout de... Mais le sujet, c'est quand même le rapport avec les extraterrestres. Les films, par exemple, Battlestar Galactica, dans le premier, oui, il y a les extraterrestres. Mais dans la deuxième série réimaginée, c'est pas des extraterrestres. C'est difficile à définir. C'est des robots qui s'émancipent, on va dire. Ouais. Allez, petite question? Non. Bon, on va dire que... Fin des questions. Voilà pour un panorama. Essayer de faire le plus large, surtout sur les idées. C'est pour illustrer chaque terme, parce que si vous voulez des films de science-fiction, on pourrait en passer des heures et des heures. Il y a un panorama mondial qui est vraiment très détaillé, avec des spécificités sur les États-Unis quand même, qui sont vers la surproduction. Et tout ça va rejoindre, tout ce qu'on voit dans la science-fiction va rejoindre la réalité, avec une certaine particularité, c'est qu'on a constaté qu'il y a très peu d'auteurs de science-fiction qui avaient réellement imaginé le futur. Par exemple, il y en a très peu, à part Albert Robida, qui parlait d'un téléphonoscope, par exemple, au début du XXe siècle. Arthur Clarke, un petit peu. Arthur Clarke, avec ses ceintures ces exoceintures de mémoire, c'est le bon terme. On pourrait citer Henry Verne, qui avait écrit Le président ne mourra pas, juste quelques temps avant l'assassinat du président Kennedy, ou alors Neuromancer de William Gibson, qui avait plus ou moins imaginé le cyberspace avant qu'il apparaisse. Mais des auteurs de science-fiction qui ont réellement inventé le futur trait pour trait, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Morgan Robertson aussi, qui avait écrit Le naufrage du Titan, 16 ans avant que le Titanic coule, en 1912. Donc on verra par la suite si les auteurs de science-fiction arrivent à imaginer l'avenir et tel qu'il se développe actuellement. Alors, je voudrais parler d'une série qui est très importante à mon avis, même si elle a été diffusée en France très tardivement, c'est UFO. C'est une série anglaise. Qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait Shadow en fait, en anglais. Hein, et qui... Ah, je l'ai pas vu, c'est une série télévisée, hein, comme Les Envahisseurs, c'est à peu près à la même époque d'ailleurs. Mais c'est une série britannique, avec donc, les scénaristes de Cosmos 1999. Et pour parler je dirais des gens qui peuvent, des auteurs qui peuvent donc prévoir l'avenir, moi il y a quelque chose qui m'a vraiment stupéfait, c'est qu'on trouve dans l'INA quelque chose qui est un conte, ça va être, je dirais pas un film, mais plutôt
ça ressemble à un reportage, mais en fait, on imagine ce que serait le téléphone en l'an 2000. Et en fait, ça date de 47, et tous les téléphones sont portables, et ils ont tous un écran. C'est incroyable. C'est pas mal. Et tout le monde est dans la rue en train de regarder son écran. On appelle ça le vidéophone, Ouais, la science-fiction des années. Mais c'est assez extraordinaire, quoi. Alors c'est présenté comme un reportage, en fait, mais c'est une fiction, bien sûr. Et le deuxième, en fait, c'est comment ça s'appelle les doubles, comme fait notre ami. Je suis pas. J'ai un trouble, c'est pas grave. Oui, en fait, il présente des personnages qui apparaissent dans les maisons. Et donc, en fait, ça pose des problèmes parce qu'en fait, quand l'onde n'est pas bien ciblée, ça tombe chez le voisin. Alors, tu te retrouves avec un personnage qui danse dans ta chambre. C'est assez. En fait, c'est le. Hologramme. Un hologramme? Des hologrammes, voilà, c'est ça. En fait, ce sont des hologrammes, quoi. C'est ni plus ni moins. On est en 47 et l'hologramme était loin d'être. C'était loin d'être du grand public. Oui, du grand public. Mais Parce bon, qu'au niveau scientifique, l'idée était déjà là. oui, peut-être, mais là, franchement, je trouve que le gars, il a été très loin. Je sais pas comment il a pu imaginer son téléphone à écran. On peut le laisser, oui. Mais c'est vrai que quand on voit, ça dure 4 minutes. Hein. Quand on voit les gens dans la rue, on dit, le gars en 47, il a prévu exactement ce qui nous arrive aujourd'hui, quoi. Et c'est typique, les gens se cognent dans la rue parce qu'ils sont tous en train de regarder leur écran. C'est exactement ça, quoi. C'est assez. Mais là, franchement, il a anticipé de façon tout à fait pertinente, quoi. Ok. Bah, ça valait le coup de le signaler. Je n'ai jamais vu ce film. Oui, bah, on le trouve sur l'INA, sur le site de l'INA. Ce que j'ai vu, c'était un super travail, bien présenté, un gros boulot, certainement, pour monter tout ça. Et puis, vraiment très pertinent, intéressant. Ouais, j'applaudis encore. Ouais.